Tous, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre en direct sur Canal Algérie. Deux grandes nouvelles pour les secteurs de l'éducation nationale et la santé à relever ce soir avec l'adoption hier en Conseil des ministres des statuts particuliers des corps médical et paramédical qui englobent entre autres spécialités du secteur, celles des médecins spécialistes généralistes, chirurgiens dentistes et autres pharmaciens et paramédicaux. L'éducation nationale se voit aussi valorisée avec l'approbation par le président de la République du statut particulier de l'ensemble des fonctionnaires de ce secteur stratégique. Deux réglementations qui constituent donc l'aboutissement de nombreuses années de négociations avec notamment le partenaire social et à chaque fois repoussées en raison du caractère complexe de ces dossiers sensibles. Accordant un grand intérêt à la ressource humaine, Abdelmajid Tebboune a lui-même plusieurs fois exigé la révision des premières moutures pour enrichissement et approfondissement de leur contenu pour mieux répondre aux aspirations et revendications des travailleurs de ces secteurs. On reçoit pour en parler ce soir Monsieur Lekhal Abdelzak, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et président aussi de la commission technique qui a travaillé sur le statut particulier de l'éducation nationale. Bonsoir Monsieur Lekhal. Merci d'être avec nous. Docteur Amel Yassef, vous êtes sous-directrice à la direction générale des services de santé au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et avec nous également Mohamed Achir, économiste et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Alors je vais commencer peut-être par une question un peu globale. L'aboutissement, je le disais, c'est l'aboutissement de plusieurs années de négociations entre les départements ministériels donc concernés et les partenaires sociaux, avec des tractations parfois difficiles au sujet de revendications spécifiques des syndicats et des reports des commissions techniques commandées notamment par le président de la République. Je vais commencer par vous, Monsieur Lekhal. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de un peu l'esprit ou l'ambiance qui a régné autour des négociations avec le partenaire social? On voit qu'aujourd'hui, les syndicats ont exprimé beaucoup de satisfaction au sujet de ce statut particulier. Tout à fait. Donc, dès la mise en place de la commission, je dis bonjour à tout le monde. C'est une occasion qui se présente pour saluer le grand personnel de l'éducation nationale, tout corps confondu. Et je salue aussi les responsables des missions. Donc, j'allais dire que la commission ou l'approbation de notre statut particulier remonte à un travail qui a été arrêté préalablement par conjointement et concertation de toutes les organisations syndicales mandatées et accréditées par le secteur. Donc, une commission technique qui a été installée en octobre 2021 par le ministre de l'Éducation nationale, qui a consacré 4 mois de travail sur un travail purement technique, mais à l'issue de toutes les participations et les avis et les recommandations, disons, des organisations syndicales, j'allais dire tout à l'heure, mandatées et accréditées par du secteur, à savoir 29 organisations qui ont participé. Donc après avoir peaufiné le travail, après avoir arrêté le travail pour dire que la concertation elle a été jusqu'au bout, le ministre a créé, il a instauré une commission mixte qui se compose des organisations qui ont chargé ou désigné les personnes habilitées en matière de connaissance de loi et règlement. Et de la part du côté ministère de l'Éducation nationale, ça a été formé par des directeurs centraux. Voilà. Donc c'est un travail qui a duré environ, qui a fait 18 séances. Et tout de suite, après les 18 séances, un va-et-vient, donc on est arrivé à faire un travail conjointement, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêté. Et on a eu ce document qui nous a laissé encore prolonger, progresser encore la concertation qui est allée vers des rencontres bilatérales entre syndicats et administration centrale, à savoir les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Donc ce document, c'est bien le fruit d'une large concertation avec le partenaire social. On reviendra dans les détails, bien sûr, pour les deux statuts particuliers. Même question pour vous, docteur Yassef. C'est bien ce statut particulier de la santé aujourd'hui est bien le fruit d'une large concertation avec le partenaire social? Certainement, nous aussi.
faut savoir que c'est sûr, c'est une concertation bilatérale avec le partenaire social. Et là, aujourd'hui, nous sommes arrivés au fruit de ces concertations et surtout avec la décision de Monsieur le Président de la République, qui est une grande victoire par rapport à... De leur approbation. Tout à fait. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'ensemble des revendications du partenaire social, quand je dis du partenaire social, c'est-à-dire qui englobe tous les syndicats évidemment du secteur, et je poserai la même question à vous, Monsieur Le Khel, est-ce que ces statuts particuliers englobent aujourd'hui toutes les revendications, toutes les aspirations du partenaire social? Alors, je dirais que ces statuts-là, c'est une révision des statuts, des anciens statuts qui existaient, qui n'ont pas été révisés depuis 15 ans environ. Là, j'ai des statuts particuliers par rapport aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes qui datent depuis 2009. J'ai d'autres, ceux des paramédicaux depuis 2011, des biologistes aussi ceux de 2011. Donc, vous voyez, donc là, ces statuts portaient certainement quelques lacunes et quelques insuffisances. Et aujourd'hui, grâce à cette révision des statuts qui va améliorer certainement la progression des carrières des professionnels. Donc c'est une amélioration comme première phase, on peut dire les choses comme ça, ou c'est vraiment l'aboutissement là? On est à quel terme exactement Nous sommes à l'aboutissement. L'aboutissement par l'approbation, oui, par les statuts. Mais est-ce qu'il y aurait encore des choses à faire évoluer, selon vous? Dans le futur, ce n'est pas interdit de encore améliorer. C'est une question un peu gênante. Je dirais que c'est un pas. Voilà. C'est un grand pas. C'est ce que disent un peu les syndicats, d'ailleurs. C'est un pas à féliciter. Et je dirais que c'est un pas qui ramène une bouffée d'oxygène. C'est une grande victoire qui va améliorer les conditions de travail, les conditions socio-professionnelles, la qualité de vie en milieu de travail. C'est un grand pas. Voilà. Monsieur Le Khel, même question pour vous. Donc, je rejoins l'idée de ma collègue, représentante du ministère de la Santé. L'éducation nationale, c'est un personnel qui est régi par un décret en vigueur actuellement, c'est le 08-315 qui date de 2008. Oui. Il a été modifié, adapté en 2012. Et malgré, depuis, il y a eu des insuffisances, il y a eu qui a fait en sorte l'intervention de plusieurs décisions et disons, des autorisations spéciales grevées d'affectation pour telle et telle situation pour un arrangement. Ce qui fait en sorte que notre décret, notre statut particulier il demande une intervention imminente de modification pour le dysfonctionnement, disons, et quelques ambiguïtés. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que les organisations syndicales n'ont pas cessé de revendiquer et soulever cette préoccupation qui de manière récurrente, d'une manière différente et des organisations de représentants différents et des corps différents. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que c'est une demande qui date de 2012, elle n'a pas cessé. Elle a échoué en 2014. Ensuite, on a créé une commission mixte 2016 qui a statué pour 50 à une soixantaine de rencontres, mais elle n'a abouti à rien. Oui. Donc, il n'y a pas eu de résultat. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que l'approbation, l'intérêt et le suivi de M. le Président de la République de l'élaboration de ce statut particulier en faveur des personnels de l'enseignement, d'éducation nationale, c'est-à-dire avec grève et avec le régime indemnitaire. Oui. Il y a le statut et le régime indemnitaire aussi. Oui. Donc, j'allais dire, depuis qu'il l'a ordonné jusqu'à où ça a été approuvé et ça a été validé par le Conseil des ministres. Tout à fait. Alors, on va revenir. C'est une valeur ajoutée. Ça va donner un impact pécuniaire
un impact très important, sachant pertinemment... On va revenir sur les détails. Avant de vous donner la parole à Mohamed Hachel, on va justement revenir un peu plus en détail sur ces statuts particuliers. Je vous propose d'écouter ce papier résumé par Amel Bouakwa. Les très attendus statuts particuliers de l'éducation nationale et de la santé ont été adoptés lors de la réunion du Conseil des ministres. Une adoption qui vient répondre aux revendications des fonctionnaires de ces deux secteurs exprimées pendant de longues années. Au centre des attentions, le projet de loi portant statut particulier de l'éducation nationale prévoit entre autres la définition des missions essentielles, tout grade et corps confondus, et l'attribution des missions pédagogiques et éducatives au personnel enseignant en fonction de la spécialité, le mérite et la compétitivité. Il est également question de l'amélioration de la classification des grades de base tout en bénéficiant des dispositions permettant l'intégration dans des grades supérieurs, la valorisation des diplômes pour la promotion et l'intégration dans le parcours professionnel. Le projet offre également la possibilité pour le personnel enseignant d'occuper des postes supérieurs, structurels notamment au sein de l'administration centrale. Outre la possibilité de bénéficier d'une réduction de l'âge de départ à la retraite de 3 à 5 ans, de même que d'un congé de mobilité professionnelle rémunéré pour approfondir leurs connaissances. Le Conseil des ministres a également approuvé le statut particulier des corps médical et paramédical. Ce dernier englobe les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les anesthésistes, les biologistes, les psychologues, les professeurs d'enseignement paramédical, les physiologistes, les paramédicaux, ainsi que les sages-femmes. Ce statut comporte des mesures avantageuses qui permettront la valorisation des ressources humaines et de leur carrière professionnelle. L'adoption de ce projet de loi témoigne de l'intérêt accordé par le président de la République à ce secteur, mettant l'accent sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des personnels de la santé en misant sur leur protection et la revalorisation des primes incitatives en fonction de la nature des zones de travail. Il y a lieu de noter enfin que ces deux projets seront soumis avant la fin de l'année en cours au Parlement pour adoption. Alors, Monsieur Khal, je voulais qu'on revienne sur un point très important. Ce sont des statuts particuliers et non pas des projets de loi, puisque c'est une information qui a été reprise par l'ensemble de la presse nationale. Ce sont bien des réglementations qui ne passeront pas devant les deux chambres du Parlement. Tout à fait, il est à tirer, il est à noter qu'un statut particulier, il est à l'instar d'un décret exécutif. Le décret exécutif, c'est le règlement qui règle le parcours professionnel. Oui. Dans tout secteur confondu, voilà, c'est la santé au niveau de l'éducation et les autres ministères. Le statut particulier, il réglemente dès la nomination du fonctionnaire vers sa titularisation et les modalités, j'allais dire les modalités d'accès, ce qu'on appelle la nomination sur grade ou par voie de concours ou sur titre, ça dépend. Donc c'est une réglementation. Donc c'est une organisation. Ce n'est pas une loi qui fait selon, elle est réchelonnée, nomination, ensuite titularisation, ensuite promotion dans sa carrière. C'est là que les demandes ne cessent pas de se reproduire par les organisations syndicales, disant qu'il est à élargir le processus professionnel. Voilà. Très bien. Mohamed Hachel, justement, est-ce que ces deux statuts particuliers constituent aujourd'hui une forme de précédent dans la gestion, puisqu'on a accès de ce qu'on comprend en tout cas de ces deux décrets, c'est qu'on a accès sur la ressource humaine, la valorisation de la ressource humaine. Est-ce que ça constitue un tournant, un précédent dans la gestion de ces deux secteurs stratégiques pour nous ? Tout à fait. On peut relever que le président de la République a accordé un intérêt particulier quand même à ces secteurs vitaux de toute nation en tout cas. Le secteur de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'enseignement supérieur, la formation. Donc parce que ces secteurs constituent réellement le ciment de développement des pays. Et puis c'est le développement aussi durable. Et surtout qu'en Algérie, depuis l'indépendance, donc il y a eu une politique volontariste qui est orientée vers un rattrapage massif
c'est-à-dire dans l'éducation et la santé, parce que la colonisation a laissé quand même un désert en termes médicaux et en termes d'éducation. Si on donne quelques chiffres qui ont été d'ailleurs donnés par le président de la République lors du congrès qui s'est tenu en Mauritanie sur l'éducation en Afrique et la formation. Donc, on était à 900 000 élèves en 1962 et aujourd'hui on est à 12 millions. Donc cela a montré l'effort de l'État à l'égard de ce secteur. On était aussi, je pense, à 23 000 enseignants en 1962. Et aujourd'hui, on est à presque 600 000, où ça dépasse les 600 000 enseignants. Donc cela a montré que l'État algérien continue toujours à consacrer beaucoup d'investissements dans ce secteur, parce que c'est un investissement. Oui, j'allais y venir justement. Voilà. Donc dans ce cas-là, la Constitution aussi, elle garantit l'éducation. C'est une éducation d'abord gratuite. Et elle est obligatoire, c'est consacré par la Constitution. Donc on ne trouve pas ça dans tous les pays du monde, en tout cas. La démocratisation de l'enseignement et de l'éducation est à la charge de l'État. Donc c'est l'État qui supporte, c'est-à-dire le fonctionnement et les dépenses de ce secteur. Donc aujourd'hui, donc on a avec ces deux statuts, après le statut bien sûr particulier de l'enseignement supérieur, qui a été l'année en cours d'ailleurs, elle a été donc adoptée l'année en cours. Donc on assiste quand même à cette, c'est-à-dire à cette étape cruciale de réhabilitation et d'encouragement de secteurs très importants pour le développement. Et surtout que je pense que cette fois-ci, je pense c'est un statut qui a regroupé tous les corps. Oui. Donc c'est une avancée aussi. C'est la particularité justement. Effectivement, donc c'est une avancée. Et ça montre l'intérêt qu'accordent donc les pouvoirs publics par rapport à ces deux piliers de l'État. Mais justement, la santé et l'éducation nationale, on le sait, sont des secteurs qui nécessitent d'importants moyens financiers et logistiques pour la construction des infrastructures de base, dans les deux secteurs d'ailleurs. On peut même parler de secteur budgétivore, et vous venez de le mentionner, le caractère social donc, de ces deux secteurs et de services publics. Est-ce qu'on peut tout de même les rendre compétitifs? C'est juste vraiment à titre d'information, ces deux secteurs. Justement, maintenant, nous sommes effectivement dans la notion de compétitivité. Parce qu'il ne suffit pas de dépenser de l'argent, mais il faut dépenser de l'argent et mesurer le retour sur investissement. C'est vrai que le retour sur investissement, il est à très long terme, mais il est aussi, disons, indirect. Donc il y a un investissement indirect, il y a des résultats indirects qu'on ne peut pas chiffrer directement. Quand vous dites indirect, c'est des retours à long terme. Oui, c'est à long terme et c'est tacite aussi. Donc on peut pas, ils ne sont pas réellement mesurables parfois. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs indicateurs comme ceux des Nations Unies, en tout cas, qui classent les pays en termes. Si on prend par exemple les ODD, les Objectifs de développement durable, on a l'éducation, ODD 3 pour la santé, le bien-être, et tout ça, donc c'est mesuré pour classer d'abord la qualité de développement des pays, parce qu'il y a un développement quantitatif, oui, la croissance, etc. Mais il se peut que le développement pose des problèmes qualitatifs, des problèmes de justice, des problèmes d'équité et des problèmes surtout. Et puis, la question de la compétitivité, de la performance des secteurs, c'est-à-dire la qualité de l'éducation, des diplômés, le niveau de la formation, la qualité des soins, la qualité aussi donc de l'environnement global. L'accès aux soins. L'accès aux soins, donc tout ça. Et puis, ça contribue directement à ce qu'on appelle en économie la compétitivité structurelle. Donc la compétitivité structurelle d'un pays, elle est générée justement par la capacité d'un État d'investir davantage dans l'éducation, la santé, la formation, la recherche et le développement. Et tout ça, ça génère après ce qu'on appelle les externalités positives, qui vont servir justement même la compétitivité des entreprises. Et la compétitivité est globale, c'est-à-dire de toutes, d'abord des services publics, mais aussi de l'économie en général, l'attractivité, c'est-à-dire même les entreprises étrangères, quand ils font le choix de localisation dans des pays, ils regardent ces indicateurs qualitatifs
le niveau de santé, d'éducation, la qualité de l'éducation, de la formation. Donc ça devient, et là justement, c'est là qu'on peut mesurer l'impact positif de ce qu'elle a investi l'État en matière d'éducation, de santé, de bien-être, de la qualité de vie en général, et le retour sur investissement en termes de croissance, d'attractivité des entreprises multinationales, par exemple, les IDE, etc. Très bien. Alors, Madame Docteur Yassef, on va revenir un petit peu sur les acquis de ces statuts particuliers. D'abord pour la santé. Est-ce que vous pourriez nous résumer, parce que nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur le statut particulier de la santé. Est-ce que déjà vous pourriez donner les grandes lignes des principaux acquis? Alors, il faut savoir que vous avez cité, on a vu sur le reportage qu'il y a environ 11 statuts qui vont être promulgués, celle des AMAR, les sages-femmes, les médecins spécialistes, généralistes, paramédicaux, les pharmaciens, les professeurs, tout ce bon monde. Et aussi, ça va aussi assurer la sécurité de ces patients, de ces professionnels, entre autres les AMAR, les sages-femmes. Ça va aussi, je peux vous citer les grandes lignes. Donc, simplifier l'accès au grade supérieur, création, il y a des créations de nouveaux grades et allègement des procédures permettant au passage au poste supérieur, au grade aussi. Donc aussi, il va y avoir l'amélioration des conditions de nomination au poste. Donc tout ça, c'est dans les statuts. C'était quelque chose qui était bloqué, plus ou moins bloqué auparavant, l'accès au poste gradé. C'était pas bloqué, mais les procédures n'étaient pas aussi claires. Et avec ces statuts, c'est plus clarifié, c'est plus facile, plus simple, c'est balisé, c'est procédure, et ça permet au grand nombre de transparence, et ça permet à un grand nombre de personnes de progresser facilement dans leur carrière, ce qui permettra l'engagement des professionnels envers la population. C'est ce qui est recherché. Et par là, j'entends la qualité des soins, les objectifs du développement durable, etc. C'est justement pour renforcer, asseoir l'engagement de la famille de la santé. Alors ça, c'est très technique, hein, effectivement, comme revendication qui ont donc été je dirais pris en charge. Technique pour nous. Quand vous parlez de revendication, moi j'aimerais bien que vous articulez dans la demande, parce que c'est une demande réelle qui existait depuis très très longtemps. Donc là, avec la décision des pouvoirs publics, je vous dis, je réitère, c'est une bouffée d'oxygène, croyez-moi. Justement, pour les autres, c'est une vraie victoire. Tout à fait. Mais pour les autres demandes qui sont un peu plus connues de l'opinion nationale, je dirais, comme l'augmentation du nombre de médecins spécialistes, par exemple, dans certaines régions du pays, ça, ce sont des choses qui sont connues et ressenties aussi par tout simplement les citoyens. La mise en conformité, ça, de la prime d'intéressement avec les 3 grades, vous en avez parlé, les 3 grades de praticiens spécialistes. Il y a aussi d'autres détails sur les primes, la généralisation de la prime dite de service civil. Ça a aussi posé problème, et à la rendre à tous les praticiens spécialistes exerçant dans les zones concernées sans limite de durée. Ça aussi, à un moment donné, ça a été connu de l'opinion publique. Est-ce que c'est demande, pour ne pas dire revendication, pour vous faire plaisir, est-ce qu'elles ont été prises en charge dans ce statut particulier, ou est-ce qu'elles ont été prises en charge différemment? C'est à vous de nous dire. Là, c'est un régime, c'est un statut particulier. Donc, je vous ai dit que c'est une révision des lacunes et des insuffisances qui manquaient dans les statuts particuliers des professionnels de santé. Donc, les grandes lignes que je viens de citer, c'est lié au régime indemnitaire, à l'évolution de la carrière, au nouveau, à la progression dans les postes, à la progression dans les statuts. Donc ce n'est pas lié à... parce que vous avez parlé aussi de conditions de travail. Donc,
C'est clair. Ce n'est pas lié au statut particulier pour l'instant. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Très bien. Non, mais c'est pour savoir. C'est pour savoir justement, c'est pour détailler ce qu'il y a dans ce statut particulier. Et aussi pour l'éducation, ce projet de loi vise donc à valoriser le métier d'enseignant d'abord, valoriser l'enseignant. Le président de la République avait d'ailleurs instruit le ministère de l'Éducation nationale à établir les priorités selon des perspectives modernes. Si vous pouviez nous expliquer ce que sont ces perspectives modernes dans le cadre de l'éducation nationale, et aussi les partenaires sociaux qui réclamaient donc une révision conséquente du régime indemnitaire, ça c'est quelque chose qui a été pris en charge, une révision du statut particulier sans intervention de la fonction publique et augmentation par exemple de la prime de rendement, la prime de documentation, l'introduction de nouvelles indemnités spécifiques au secteur de l'éducation. Donc on va répondre par étapes. Justement, parlant de la satisfaction du partenaire social, tout à l'heure on était en rencontre, le ministre était en rencontre, on était présent avec les 29 syndicats. Et tout le monde, à l'unanimité, je dis, tout le monde remercie le président de la République pour le suivi, pour son intérêt et son suivi permanent et sa bienveillance sur le dossier pour lequel on est en train de, c'est-à-dire le statut particulier. Donc, je dis bien à l'unanimité. Donc, cette satisfaction, oui, c'est un symbole, c'est un signe de taille qu'il faut quand même Donc l'enseignant, j'allais dire, madame, le métier d'enseignement, c'est un métier pénible, c'est un métier ardu, c'est un métier qui nécessite une bienveillance, une préparation de le cours. Quand on est dans une chambre noire, avec les élèves, l'enseignant, ce n'est pas facile de présenter un cours avec des niveaux différents, et cette mission de transmission donc nécessite toute une préparation. C'est ce qui fait en sorte que la mission de l'enseignement, comme a été ce qui a été dit par M. le Président de la République, ce n'est pas un métier, disons, c'est un éducateur, ce n'est pas un simple fonctionnaire. Alors voilà la définition, et c'est la réalité, c'est le dossier de base dans l'éducation nationale. Oui. Donc l'école de Jouda, j'allais dire de qualité, c'est préparé l'année de l'enseignant, c'est les 4 leviers qu'on est, l'année remédier au dysfonctionnement du statut précédent. Et adopter le principe d'assurer le bon fonctionnement, aussi mettre en œuvre les dispositions d'orientation de la loi d'orientation de notre secteur, et ce qui est élever le niveau de qualification de l'enseignant. Alors pour les détails, justement, pour les détails et les acquis de ce qui a été, les acquis de ce qui a été de notre statut. Donc il y en a tellement d'ailleurs ça va. Bien, évidemment, on ne pourra pas tout détailler. On va essayer de donner les principaux. Le principe dans tout ça, c'est ce qui a été dit et revendiqué à maintes reprises de vive voix par le partenaire social, c'est de définir, segmenter, baliser les tâches de tout un chacun, à savoir les enseignants, les surveillants généraux, le personnel d'éducation, personnel de la guidance, les superviseurs. Donc les tâches dans ce statut, ils ont été tirées au clair, données au maximum pour éviter éventuellement les conflits qu'a connu le secteur d'ordre relationnel, donc quand c'est pas défini, c'est à ce moment-là qu'il se crée un embouteillage déclaré davantage dans les prérogatives et les attributions, et ce qui fait chevauchement dans les missions des tâches définies par le statutaire mondial. Donc il y a aussi le bénéfice. Mais on a maintenu les acquis, j'allais dire, le maintien des acquis positifs inclus dans le texte en vigueur, à savoir notre statut existant maintenant. Créer le grade de professeur émérite. Donc pour la création des grades, donc à l'éducation, on a créé le grade de professeur émérite, et là je tire au clair quelque chose qui n'est pas encore détaillé au personnel de l'éducation. Donc on n'a pas fait la création de grade uniquement dans les enseignants. Ça a été dans le corps de la guidance, ça a été dans le corps des superviseurs. On a créé un grade qui va permettre le développement du parcours professionnel des différents corps, le corps aussi
de personnel de l'intendance, personnel de l'inspection. Il faut rappeler que c'est l'ensemble Tout à fait. de la Donc, famille tout de le monde a l'éducation bénéficié nationale. d'un grade Voilà. pour améliorer le Concerné par perfectionnement cette et le bon fonctionnement dans la vie professionnelle de tout un chacun. Donc, on a valorisé les titres, chose qui était une demande de tout le personnel, de tous les organisations syndicales. Donc, ils n'ont pas cessé de demander à valoriser les titres avant, après. Avant, c'est dans le cadre de... Quand vous dites les titres, oui, c'est parce que c'est pas la même chose. Si vous pouviez préciser les titres. Je vais préciser. Avant, après, dans l'intégration, ça passe. Et dans la promotion, c'est la loi a prévu qu'elle soit après la nomination de la personne. Par contre, dans l'intégration, et c'est ce qui a été demandé à travers les diverses séances, arrêtées avec le partenaire, ça a été de dire avant, après, donc ils vont bénéficier. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour le personnel de DIP qui a été recruté c'est-à-dire ce qu'on appelle le travail qui n'est pas pédagogique, qui était accordé aux enseignants de l'enseignement primaire, oui. Dans le cadre de l'intégration de personnel dispositif, le DIP, un nombre important de personnes qui attendent le résultat de notre statut. Oui. Donc, on a régularisé aussi bien les titres internes. On les a instaurés dans notre statut, donc les tâches maintenant sont définies, le parcours est bien respectueux et il va être opérationnel dès la mise en place et l'apparition de ce nouveau statut dans le journal officiel. Aussi bien, ça va être ce qu'on appelle la valorisation de leur titre, parce qu'il y en a des gens qui se sont portés de titulaires de licence, titulaires de diplôme, etc. etc. Oui. Donc c'est l'occasion. Et à l'issue de la mise en place de ce document qui seront, Inch'Allah, régularisés ultérieurement. Voilà ce que j'allais à dire comme condition. Aussi, on a fait la définition des passerelles, chose qui a été tout le temps demandée par les enseignants pour pouvoir prétendre à des grades, comme j'ai dit, l'intersection qui se fait entre le personnel enseignant et le personnel issu de l'enseignement qui opte vers le personnel administratif. Donc, il y a des voies de communication a été tolérée par le vu de ce qui a été arrêté comme disposition statutaire dans notre statut particulier. Voilà. Et pour ce qui est donc des revendications socio-professionnelles? Pour le socio-professionnel, j'allais dire que le personnel, comme c'est pénible comme mission d'enseignement, donc on a précompté de l'âge de la mise en retraite entre une fourchette entre 3 et 5 ans. Voilà. Alors, il faudrait détailler un petit peu, parce que le président de la République ça doit faire impérativement l'objet d'un décret, d'ailleurs, ce qui a été dit dans le communiqué de la présidence. En Conseil des ministres. Voilà, donc c'est le décret exécutif, le règlement qui va donner beaucoup plus... Qu'est-ce que cette mesure change précisément? C'est un allègement. C'est un allègement, étant donné que le métier, comme j'ai dit préalablement tout à l'heure, j'avais dit que l'enseignement est un métier pénible, pour ne pas dire. Voilà, il faut vivre pour le croire. Oui. Donc, être avec des élèves de haut niveau, élèves moyens, élèves qui nécessitent la rémédiation. Donc, c'est un ensemble, c'est pas facile à gérer. Oui. Donc, l'enseignant, à travers des années accomplies, vous allez voir qu'il est usé. Voilà, donc il ne peut pas être considéré comme l'ensemble des autres fonctionnaires. Voilà, donc au niveau du secteur de la santé, est-ce que ce caractère ou cet aspect de la pénibilité de certaines spécialités a été Oui, certainement. On voudrait plus de détails, en vérité. C'est clair, ça va être le moment, autant que médecin, je suis au ministère, donc je suis beaucoup plus technique, mais ça va être la même chose, ça va être par rapport à la progression de la carrière, par rapport à la pénibilité de la fonction, par rapport aussi aux conditions d'accès au métier. Par exemple, je citerai deux métiers qui sont les sages-femmes, qui ne sont pas des paramédicaux. Donc la sage-femme va s'épanouir avec le nouveau statut. C'est un statut particulier qui fait référence à la sage-femme elle seule. Il y a aussi les auxiliaires médicaux
médicaux d'anesthésie-réanimation, les AMAR aussi, ils auront un statut propre à eux. C'est pas les paramédicaux en général. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Qui n'existaient pas avant. Donc maintenant, ça va être articulé vraiment un statut. Donc chaque spécialité avec son régime indemnitaire. Tout à fait. Avec la progression de carrière, des nouveaux grades, comme il vous a dit, des nouveaux grades et une progression particulière propre à la profession. Alors justement, avec de la protection au milieu. C'est pour ça que je vous ai dit des conditions, améliorer les conditions de travail par rapport. Il y a des métiers à risque comme ceux de la sage-femme, des AMAR, et là, il va y avoir du renforcement par rapport à la protection de leur profession. Mais voilà. Justement, vous diriez quel a été l'axe le plus important qui a été pris en charge par ces statuts particuliers? Est-ce que finalement, ce n'est pas cette perspective d'avancer plus facilement dans les carrières professionnelles, que ce soit dans la santé ou l'éducation, ces blocages ou ces mesures administratives un peu complexes rendaient le fonctionnaire donc de ces deux secteurs désengagé et aspirant à aller peut-être ailleurs, là où il y aurait des mesures incitatives beaucoup plus encourageantes. C'est ce que ces statuts particuliers, c'est ce à quoi ils répondent aujourd'hui? Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que les premiers statuts portaient des lacunes et des insuffisances. Oui. Là, maintenant, c'est un pas. C'est un pas, qu'il soit parfait ou pas parfait, c'est un pas. C'est un pas de révision de ces statuts qui va renforcer non seulement la progression de la carrière et aussi de nouveaux grades, améliorer les conditions socio-professionnelles, améliorer les conditions au milieu du travail. Tout ça, c'est clair qui va porter un plus pour les professionnels. Vous voulez ajouter quelque chose, oui, justement, c'est dans le même esprit de l'idée, j'allais dire que l'éducation nationale, notre statut particulier, il a été élaboré selon le raisonnement institutionnel. Et ceci dit, que le raisonnement institutionnel, c'est parler de la communauté éducative qui se compose de... Donc dans notre statut, ce n'est pas le cas de la santé. Tout le monde est regroupé, tout le monde est ramassé dans ce qu'on appelle le collège, l'école primaire et le lycée. Et c'est de là qu'il y a l'architecture, il y a les services, les différents services qui règlent au niveau de cette institution. Donc notre statut particulier, il est rassemblé. Et là, j'ouvre une parenthèse, tout grade a été inclus dans cet investissement, que je le considère un investissement historique, investissement qui a été suivi par M. le Président de la République. Au plus haut niveau, oui. Moi, je dis pour l'ensemble de l'éducation nationale, c'est un acquis, et toutes les dispositions de nature à améliorer, perfectionner le rendement éducatif pour prétendre à des résultats qui contribuent dans le rendement éducatif ont été regroupés, réunis et ont continué. Ce n'est qu'un pas qui ouvre les portes vers d'autres pas, Inch'Allah, aussi bien le régime indemnitaire qui fait composer les composantes d'un traitement, donc d'un traitement et salaire qui arrange ce qu'on appelle la demande rhétorique des besoins socio-professionnels. Oui. Alors, Mohamed Hachid, il y a aussi donc, le besoin de renforcer l'offre de soins pour le secteur de la santé à travers la construction d'hôpitaux et de cliniques spécialisées, notamment dans les zones rurales ou éloignées, comme aussi les spécialités de chirurgie, de pédiatrie ou encore de réanimation qui manquent dans ces zones éloignées. Il y a aussi l'offre pédagogique qui doit être renforcée. On parlait d'investissement, justement. C'est un investissement colossal à chaque fois. Est-ce que finalement ces projets ne s'inscrivent pas dans une politique nouvelle, sans le dire comme ça, officiellement? On s'engage un peu dans une politique nouvelle en direction de ces deux secteurs? Tout à fait. En tout cas, on le dit. Le meilleur investissement est dans l'éducation et la santé. Et même la culture. Certaines économies rajoutent la culture. Oui. Et on peut rajouter c'est important, effectivement. Bien sûr,
santé, environnement, on rajoute aussi les questions un peu de l'environnement, développement durable. Donc, même quand il y avait un peu quelques, en fait, je dirais en 2020, c'est ça, oui, il y a eu quand même un contre-choc pétrolier, hein. Covid-19, contre-choc pétrolier, il y avait une baisse drastique un peu des recettes de l'État, mais l'État n'a pas coupé les dépenses de l'éducation et de la santé. Parce que ça s'inscrit justement dans cette politique de privilégier ces secteurs stratégiques. Et si on prend les chiffres de la loi de finances 2025, eh bien, le secteur de l'éducation est doté de 1716 milliards de dinars de budget. Plus important que le budget des collectivités locales. Donc c'est très important. 1700 milliards de dinars, 1716 milliards de dinars. Il y a quelques années, il était peut-être à 8000. Donc on a pratiquement doublé le budget de l'éducation en quelques années. Comme on a doublé le budget de la santé en quelques années, qu'il est pour 2025 1040 milliards de dinars. C'est très important. Et je me rappelle, parce que je suivais moi les lois de finances chaque année, c'était 100 milliards. Il y a quelques années, c'était 600 milliards de dinars. On est maintenant à 1040 milliards de dinars. Et dans les collectivités locales aussi, quand on consacre 620 milliards de dinars spécialement aux collectivités locales, sinon le budget total des collectivités, c'est 1300 milliards de dinars. Donc dans les 600 milliards de dinars qu'on injecte dans les collectivités, il y a la prise en charge aussi de transport scolaire, des cantines scolaires, construction scolaire. Donc l'État investit énormément, il faut le dire. Continuellement. Dans l'éducation et la santé. Maintenant, parlons justement de la santé, il y a une amélioration. Vous savez que l'Algérie est classée première en Afrique en termes de réalisation de la première phase des objectifs de développement durable. Oui. Donc cela montre que, parce que dedans, il y a tous ces indicateurs qualitatifs. Et dernier rapport aussi, je pense, du Conseil national économique, social et environnemental, donc il cite l'espérance de vie à 77 ans, 77,2. Alors qu'il était 57 ans en 1980. Donc il y a quand même une progression très importante. Fulgurante. Oui, très très importante. Maintenant, en termes de formation, effectivement, donc dans le même rapport du CNESE, donc on a quand même une formation importante, même des médecins. Donc on a 58 945 en 2022 de praticiens de la santé, dont on compte 19 747 médecins spécialistes. Donc on a quand même un encadrement assez intéressant. Et puis même en termes d'infrastructure, c'est-à-dire de CHU, EPH, EPSP, juste On pour ça. est à 600, je parle sous votre contrôle, 603, 605 infrastructures de santé en général. Tout à fait. C'est un peu ça. Tout à fait. Voilà. 15, Pour répondre à votre, oui, à votre argumentaire. Énorme en termes, c'est-à-dire c'est une priorité. Oui, c'est une priorité, la santé. Justement. Une priorité vraiment, et l'État accorde un grand intérêt à la santé des citoyens et aussi aux professionnels de santé. Et voilà, c'est clair. Justement, moi-même, j'étais dans les collectivités locales, donc j'ai eu à constater quand même le niveau d'investissement important, que ce soit dans l'éducation, la santé, y compris même dans l'enseignement supérieur. Mais ce qui est posé problème, je l'ai élu, le problème qui s'est posé toujours, c'est en termes de fonctionnement. Et justement, quand j'ai écouté tout à l'heure l'exposé de statut particulier, donc je relève qu'il vise davantage à normaliser le fonctionnement, à baliser le fonctionnement. Donc cela va peut-être régler beaucoup de conflits. Parce que parfois c'est le problème de conflit, problème de management. Qui est à la base justement. Voilà, qui perturbe un peu le secteur et qui rend un peu le secteur parfois, bon pour certains bien sûr, moins attractif. Oui. Donc d'ailleurs on quitte le public pour le privé ou carrément à l'étranger. À l'étranger. Donc justement, le défi actuellement, c'est comment ces deux secteurs, surtout la santé, retiennent le personnel. Alors justement, c'est un peu l'objet de ma question pour les deux secteurs de la santé. Il faut parler aussi
pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Vous parlez du régime indemnitaire. Est-ce qu'il s'agit aussi de prendre... Il s'agit bien sûr de prendre les revendications socio-professionnelles pour l'augmentation du niveau de vie, tout simplement, de ces fonctionnaires de la santé et de l'éducation nationale. Qu'est-ce que nous avons dans ces statuts particuliers? Certains parlent d'effets rétroactifs ou pas. Il faudrait préciser ce soir ces notions, ces détails. Pour vous, pour l'éducation nationale. Tout à fait, comme j'avais dit tout à l'heure, le statut particulier, il a son impact pécuniaire à l'encontre du personnel. C'est ce qui est attendu, hein, oui, c'est ce qu'ils attendent. en premier, disons-le franchement. C'est le régime indemnitaire. Oui. Le régime indemnitaire, c'est des ratios, c'est des Alors, qui a déjà été oui, négocié. c'est une amélioration en matière de ratio, donc ça va faire l'objet d'apparition sur le journal officiel. Oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à nos collègues, et on va continuer à leur expliquer les partenaires sociaux. Alors, il faudrait donner quelques petites notions pour comprendre ce soir. Tout à l'heure, Qu'est-ce qu'il contient disons un langage chiffré, un enseignant du primaire classé au 6e échelon. L'ensemble des éléments de traitement, y compris le régime indemnitaire, tout, le rayonnement, aboutit à une augmentation nette, le gain. Qu'est-ce qu'il a gagné? Oui. C'est 16 000 environ, 16 000, donc ça tourne une fourchette entre 12 000 et 16 000 quand même. Donc s'il y a lieu de comparer entre les précédentes augmentations, je dis bien les précédentes augmentations et l'actuelle, en assemblant l'impact du statut particulier issu de la translation ou bien l'intégration ou bien la nouvelle nomination pour les gens qui optent à y prétendre à ça. Donc vous allez voir que c'est un montage financier qui est très loin de ce qui a été servi auparavant, à savoir les statuts particuliers écoulés, là, bien avant. Précédent. Donc quand même cette amélioration va servir, elle va améliorer la relation prix-salaire. Et c'est là qu'on parle le coût de... Donc ça, c'est pour les enseignants du primaire. Est-ce que vous auriez d'autres détails? C'est vrai que c'est pas évident. Non, j'ai donné un exemple, mais j'aurais aimé, lors de la séance le jeudi, Inch'Allah, on va donner à tous les représentants syndicaux pour faire cette explication technique et chiffrée. Voilà. Alors, effet rétroactif, pas d'effet rétroactif. Ça, c'est-à-dire le décompte prendra effet à partir de l'apparition du décret sur le journal officiel. Sur le journal officiel. Voilà. Pour Dr Yassef. Oui, pour la santé, c'est pratiquement la même chose parce que dans ces statuts, donc la révision, c'est par rapport au grade et à la progression de carrière. C'est une façon une motivation incitative et faire un peu de la compétitivité et ce qui permettra une qualité dans les soins, dans les prestations, dans les soins à la population. Et je peux donner juste un petit chiffre, c'est celui des urgences, parce que le président de la République accorde une importance particulière aux urgences. Et par là, j'entends les médecins des urgences, ils auront une bonification aux environs de 20 000 dinars, comme ça, pour ceux qui travaillent aux urgences. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Tout à fait. C'est une façon d'inciter, une incitation, motivation et voilà. Alors, il y a aussi la motivation ou j'ai perdu le mot, ou la promotion de ces métiers, que ce soit pour l'éducation ou pour la santé, par la formation continue et les opportunités de spécialisation, notamment pour la santé. Qu'est-ce qui a été proposé donc dans ces statuts particuliers pour justement continuer dans cette politique? Alors, dans les premiers statuts, il ne faut pas oublier que nous avons des CES, des certificats d'études supérieures, donc c'est-à-dire nous faisons pour les médecins généralistes qui veulent se spécialiser on ouvre des postes pour des spécialisations, donc pour certaines spécialités d'urgence, diabète, etc. C'est clair que ce sont des statuts qui ont déjà parlé de ça, donc ces statuts vont apporter aussi des clarifications par rapport à la promotion ou faciliter l'accès vers des CES. Et pour la formation
Et, Qu'est-ce qui est prévu pour la formation? Dans le donc, détail un peu. et la formation continue, c'est un élément important dans la progression de la carrière des professionnels de santé. Et certes, il va y avoir beaucoup d'améliorations dans ces statuts. Non, je rejoins l'idée de ma collègue au niveau du ministère de la Santé. L'éducation nationale prévoit tout un chapitre dans ce statut particulier concernant la formation. Encore plus, les crédits mis en place qui abritent la prise en charge de toutes les charges concernant la formation sont considérables et on continue à élargir les établissements de formation chez nous pour le perfectionnement de notre personnel sous l'intitulé et sous le titre « Gérer, c'est harmoniser ». Donc il faut placer le personnel formateur pour former les enseignants qui vont être qui vont être disons la cellule vivante et vitale de la société pour pouvoir permettre la formation des enfants, des futures générations. Voilà. L'importance de la formation aussi. On parle toujours d'investissement, d'économie. La formation, c'est aussi une économie et un retour sur investissement sur ça. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la formation continue dans tous les domaines. C'est-à-dire, on ne peut pas se limiter seulement au diplôme. Donc, il faut toujours continuer sa formation et c'est la concurrence qui exige ça. Le marché du travail est un marché concurrentiel. Donc, tout le monde doit s'inscrire toujours dans une formation continue et dans aussi la modernisation des outils de formation. Surtout aujourd'hui, on parle quand même de l'intelligence artificielle dans la médecine. Télémédecine. Oui, donc c'est quand même des défis majeurs aussi, même pour l'éducation, pour tous les secteurs en tout cas. Donc la formation... Justement, c'est une question importante, l'introduction de la technologie nouvelle, l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça est-ce que c'est quelque chose justement qui est prévu effectivement dans ces deux secteurs? On revient à vous, Mohamed Achel, pour cette idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu forcément? On ne peut pas passer outre. Oui, c'est l'enseignant, c'est-à-dire nous on a donné le grand paquet cette fois-ci pour l'orientation des élèves, pour la spécialité de maths. Les maths élèves, c'est-à-dire les matheux, on a ouvert cette porte pour laisser les élèves avec c'est-à-dire avec le profil et la demande aussi et la moyenne pour prétendre aux classes des maths et des maths élèves. Disons que qu'est-ce qu'ils ont ramené les élèves de l'éducation nationale, les différents pays qu'on appelle les médailles de bronze et les médailles d'or, l'Olympiade mathématique. Donc on a marqué cette empreinte, on a marqué cette présence et on continue à le faire et on a investi dans les spécialités techniques et technologiques pour s'orienter vers l'industrie et vers l'amélioration de vraiment il nous reste l'économie. Oui, certes, la formation continue reste un levier essentiel dans la continuité du processus de qualité des soins, etc. Et il faut savoir qu'avec l'évolution de la technologie, c'est clair, la IA, etc., les simulateurs, ça existe dans nos établissements, ça existe, mais la promotion de tout ça, c'est important. D'ailleurs, je dirais un mot par rapport à la IA, à la radiologie. Et vous savez, c'est une denrée rare de spécialistes en radiologie. Peut-être on ira vers la IA dans la radiologie, au niveau des endroits épars, etc., pour renforcer. Il y a une pénurie Algérie, c'est pas Alger, c'est vraiment grand. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements en santé, en matière de santé, à travers tout le territoire de santé, la télémédecine, etc., le jumelage du nord vers le sud. Il y a beaucoup d'activités qui... Mohamed Achel, pour terminer vraiment, puisqu'il nous reste plus beaucoup. Pour terminer, je voudrais juste souligner que ces deux statuts, sur de santé, éducation, le médecin et l'instituteur. Le président de la République a parlé de l'instituteur. C'est très important. Donc, ils doivent impérativement reprendre leur statut d'honneur dans la société. C'est des métiers nobles. Ils doivent voir, c'est-à-dire leur plein statut d'honneur dans notre société. Merci beaucoup, Mohamed Achel. Vous êtes économiste et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci à vous, docteur Amel Yassef. Lamia.
Pardonnez-moi, je vous ai appelé Amel pendant toute l'émission, excusez-moi. Vous êtes sous-directrice à la direction générale des services de santé au ministère de la Santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous, monsieur Lekhal Abdelrazak, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et président de la commission technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis très bonne soirée sur Canal Algérie et à bientôt. Au revoir.